Bonjour à tous et bienvenue dans NTD le journal. Nous sommes le 21 juin et voici les grands titres de l'actualité chinoise. Qui est derrière les interférences au concours de danse classique chinoise organisé par NTD? Énorme prêt de la Chine au FMI, inquiétude des experts. Cette semaine, nous vous avons informé que le régime communiste chinois a publié un ordre secret pour empêcher et menacer les danseurs qui se préparent à partir à Hong Kong et aux États-Unis pour le concours international de danse classique chinoise organisé par notre chaîne de télévision NTD. Gao Yu, une journaliste indépendante de Pékin, appelle les candidats à ne pas se laisser intimider par le Parti communiste chinois. Elle nous révèle aussi pourquoi le Parti communiste a peur de la culture traditionnelle chinoise. Pourquoi le PCC a si peur de la culture traditionnelle et réprime constamment NTD Télévision qui œuvre pour la promotion de la culture chinoise? Selon Gao Yu, une journaliste indépendante de Pékin très connue du milieu artistique, c'est parce que le PCC veut contrôler les gens avec la culture du parti. Il ne ménage aucun effort dans sa destruction de la culture traditionnelle chinoise et considère NTD comme une épine dans ses yeux. 你们是传统文化，而且呢也赢得了国际声誉。但是中共呢，现在呢就是他就要维稳，用党文化，用为政治服务也来指导文艺。你看中共这70年没有好的作品出现，你说重庆唱红打黑了，那全国不也是唱红吗？ Sous la contrainte de la culture communiste, de nombreux danseurs de Chine continentale, n'y voyant pas d'avenir, quittent le pays l'un après l'autre. 要到外边去嘛，要不然就给那些歌星伴舞，给一些红色的那些演出伴舞，所以尤其是搞舞蹈的路子非常窄。 Le concours NTD a déclenché un regain de la danse classique chinoise et est devenu la référence pour les jeunes danseurs. Gao Yu souligne que NTD a fait quelque chose de très significatif et elle encourage les candidats à ne pas craindre le PCC au détriment de leur carrière artistique. 我认为呢，一些年轻人呢，他们应该争取这种演出的自由。能够到国外参加比赛，是显示他们才华，也是他们参加国际交流一次很好的学习机会。对，就应该争取，这样他们的艺术才能发展。 Nouvelle NTD, Hong Kong. Et nous avons récemment obtenu des sources fiables indiquant que le commanditaire derrière toutes ces manœuvres d'interférence par rapport au concours de danse NTD est le comité des affaires politiques et légales issu de la faction dite faction de la dette de sang. Selon des experts en question chinoise, le PCC exporte la culture du Parti communiste ou non de la culture chinoise, alors que le concours NTD de danse classique chinoise et le spectacle Shen Yun font voir la vraie culture traditionnelle chinoise. Et c'est précisément la crainte du PCC de voir sa fausse culture exposée au monde. Selon des sources fiables, le comité des affaires politiques et légales a émis un ordre secret demandant une résistance à grande échelle au concours international de danse classique chinoise organisé par NTD Télévision. Selon Heng He, expert en questions chinoises, les interférences du PCC face à ce concours qui a débuté il y a 5 ans démontrent que l'empreinte du comité des affaires politiques et légales peut être facilement décelée. 有很多人就是看到中共用这种方式要封杀以后才知道有新唐人的中国舞蹈大赛的，所以这样几年以后呢，他们就改变了策略，不再利用这种舞蹈协会啊通过污蔑的方式来阻止人们参加舞蹈大赛，而直接就用行政手段或者是用专政的手段，就是用警察或者是司法机构来阻止人们参加比赛。可以看出来整个这个过程呢，就是由中共政法委来控制的，而且最后呢，它是直接上阵的。 Les calomnies contre le concours de NTD ont eu des effets positifs en publicité. Le comité des affaires politiques et légales a donc changé de stratégie en recourant à des moyens de dictature. 最近的这一波新的想通过内部文件的方式，用司法系统来阻止别人参加新唐人的中国舞蹈大赛呢，实际上就是中央政法委使出的最后一招。 En effet, dès 2007, le Parti communiste chinois a tenté d'entraver le bon déroulement du concours dans une lettre ouverte envoyée par l'association anti-secte du PCC à l'association des danseurs chinois. Il calomniait que NTD utilisait la culture pour renverser la Chine. En même temps, le PCC a payé certains sites internet pour écrire des articles attaquant le concours et empêchant les danseurs chinois d'y participer.
反邪教协会它是受中央610办公室直接控制的，不管是反邪教协会还是610办公室，都是中央政法委直接控制的，而中央610办公室直接就设在中央政法委里面。La danse classique chinoise fait partie de l'essence des trésors culturels de la Chine. Le concours de danse NTD a pour mission de promouvoir la culture traditionnelle, mais a suscité la jalousie et la peur du PCC qui a éradiqué sa culture chinoise depuis 1965. Nouvelle NTD, New York. Lors du sommet 2012 des dirigeants du G20 à Los Cabos, au Mexique, la Chine s'est engagée à prêter près de 43 milliards de dollars américains au Fonds monétaire international. Selon les économistes, tandis que les Chinois souffrent d'une haute inflation et que plus de 100 millions d'entre eux vivent dans la pauvreté, la Chine n'aurait pas dû promettre plus de 4 fois les fonds consentis par les autres pays du BRIC. C'est le sujet de notre dossier interdit du jour. Les nations autour du monde prêtent un total de 456 milliards de dollars américains au Fonds monétaire international. Le prêt de la Chine arrive 3e seulement après le Japon et l'Allemagne. La Chine se hisse à presque 50% de la contribution totale, soit près de 90 milliards de dollars américains, engagés par les marchés émergents. Tandis que les 3 autres pays du BRIC, que sont l'Inde, la Russie et le Brésil, eux engagent 10 milliards de dollars et l'Afrique du Sud, 2 milliards. Le responsable de la Banque centrale chinoise indique qu'en accroissant sa participation, la Chine obtiendra un plus grand pouvoir de vote au sein du FMI. Toutefois, on peut aussi se demander si cette promesse est raisonnable, considérant que plus d'une centaine de millions de Chinois souffrent de pauvreté, d'une grave inégalité et d'un fort taux d'inflation dans toute la Chine. Xie Tian, professeur en marketing de l'Université de Caroline du Sud, commente qu'en tant que membre du G20, la Chine se doit de contribuer au fonds d'urgence du FMI pour aider à résoudre les risques et les défis auxquels fait face l'économie mondiale. Toutefois, elle n'a pas besoin d'engager plus de 4 fois la contribution de n'importe quel autre pays du BRIC. Cela a un prix d'utiliser une telle quantité des réserves de change. 作为外汇占款的一部分呢，实际上呢导致了中国的那个巨大的通货膨胀。那就是说，这中国老百姓还在承受高度的通货膨胀的这个时候，中国政府去拿出这么多钱来援救其他国家，而那些国家呢，实际上呢比中国人民呢，生活的要富裕、要幸福得多，这实际上是蛮不公平的。 Selon le rapport de développement durable 2012 sur la Chine de l'Académie des sciences chinoises, avec $1 américain par jour ou un revenu annuel de moins de 2300 yuan, il y a environ 128 millions de Chinois vivant dans la pauvreté, ce qui signifie qu'un Chinois sur 11 est pauvre. Xie Tiang ne croit pas à l'exactitude de ces données. 中国实际上比亿人在低于这个贫困线这边。中国科学院所谓的1美元贫困线以下的那个1.28亿，我觉得根本不止于此。 巴西、俄罗斯、南非这些国家的那个人均收入、人均总产值跟 GDP 呢，都远远高于中国。就是他们其实在更有力量，就是拿出这些钱来。 Selon des reportages de Voice of America en juin, la Chine s'est engagée dans une aide désintéressée à l'Afghanistan avec 150 millions de yuan et une somme de 10 milliards de dollars américains de prêts à d'autres États membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Le mois dernier, la Chine a également annoncé offrir une aide de 120 millions de yuan au Cambodge et fournir 100 millions de yuan d'aide gratuite au Yémen. Xie Tiang a souligné que le régime communiste a commencé son aide financière depuis les années 70 pour favoriser les pays dictatoriaux, parmi lesquels la Corée du Nord. Ce geste n'est pas comme de la charité, mais bien pour gagner de l'influence aux Nations Unies en attirant des partenaires luttant contre les pays démocratiques. 看看这个中共最近这些年。 在联合国与联合国安理会的投票，你就知道它实际上一直是站在那种独裁、专制和落后的愚昧的国家来站在一起的。实际上总是跟那个自由社会、正的力量呢是相那个对抗的。 La Banque centrale chinoise vient d'annoncer le 7 juin une baisse de taux d'intérêt. Cela montre que l'économie chinoise est en baisse plus qu'on ne l'espérait. Le journal français Le Monde a rapporté que selon une analyse d'experts, le ralentissement de l'économie chinoise est devenu une des principales préoccupations de l'investissement mondial. Pour la toute première fois, les États-Unis n'ont pas pu participer au prêt au FMI et ont par conséquent été critiqués par le média d'État communiste. Cependant, le journal du peuple a aussi admis que le régime communiste s'était engagé pour 50 milliards de dollars US au FMI en 2009, mais n'en a contribué que 5,7 milliards. Cette fois-ci, le régime communiste continue à participer au FMI sous la forme d'accroître le prêt d'urgence.
La somme de 43 milliards n'est de nouveau qu'un nombre. La question est si les communistes chinois s'y tiendront-ils vraiment. Dossier interdit, NTD. Hier, Ai Weiwei affirmait qu'il n'a pas pu assister à son propre procès. La compagnie de l'artiste est accusée de fraude fiscale. Ai Weiwei a fait une déclaration aux journalistes. L'artiste dissident Ai Weiwei a avoué aux journalistes que la police l'a prévenu de ne pas aller au tribunal pour le procès concernant sa propre compagnie. La cour de Chaoyang à Pékin a fixé la date du procès concernant la compagnie de Ai Weiwei qui s'appelle Faux Développement Culturel de Pékin. Le gouvernement demande une amende de 2,4 millions de dollars américains pour fraude fiscale. Les journalistes étaient tenus à l'écart et interdits d'approcher le tribunal. La police leur a dit qu'ils n'avaient pas la permission d'être sur les lieux et qu'ils perturberaient l'ordre public s'ils restaient. Ai Weiwei est donc resté à la maison tout le temps du procès. Mais sa femme Lu Qing, qui est aussi une représentante du système légal, s'est présentée à la cour. Ai Weiwei a fait une déclaration aux journalistes depuis son bureau de Pékin. À certains niveaux, nous avons déjà gagné ce procès. Selon l'opinion publique et le jugement social, nous avons gagné. Dans ce système juridique, nous ne pourrons jamais être gagnants. Quelles que soient les armes ou les avocats que vous employez, quelle que soit votre volonté ou votre capacité, vous ne gagnerez pas. Car quand un système rejette la communication et refuse de réajuster sa position, de corriger ses erreurs, il n'y a aucun moyen de le battre. Ai Weiwei demande à la Cour de reconsidérer sa décision d'avoir rejeté son appel. Les médias chinois n'ont pas mentionné le procès en cours. The Global Times, un média communiste au service du gouvernement, a minimisé l'influence de l'artiste dans le pays par ses commentaires. Les fans de Ai Weiwei disent que l'accusation de fraude fiscale est un moyen de museler l'artiste qui continue d'être la critique sociale du pays à travers son art. Sous la cruelle persécution, Geng Ge, la fille de l'avocat des droits de l'homme, Gao Zhishen, n'a jamais été intimidée. Au contraire, face au choix de son père, elle a toujours soutenu dans son combat pour la justice. Aujourd'hui, elle espère de tout son cœur que la force divine renforce sa foi en son père jusqu'au jour de leur retrouvailles. Voici la troisième partie de l'interview exclusive de NTD avec Geng Ge. 是，那我们说，如果现在回头来看看过去父亲所做的这一切，还有他的选择，那你自己现在也比较成熟，也长大，也在这边经历过美国的自由的生活，你再回头去看，你觉得你会用什么样的角度去看爸爸做的这一切呢？我觉得我爸爸做的这件事情，不管是在我13岁的时候，还是一直到我现在19岁，那我都觉得是对的。 他的这个正确性是从来都没有被否认过的。我觉得我很支持我爸爸，我们一家都很支持他。那他决定做这件事是从他的人性的出发点去做。那他能够把这件事情做成，一直做到今天，一直说以至于他今天到现在在监狱里面，他还能够坚持的走下去。我觉得就是我爸爸那个神的力量。我爸爸心里一直觉得是神是在支撑他的。 那我也觉得，作为一个凡人是不可能有这样的体力呀或者意志。那我觉得，如果神愿意支撑着我爸爸，我觉得就这样让他这样走下去，因为事情是对的，我们不能低头。是，妈妈曾经说过，说支持爸爸的力量，除了对神的信仰之外，还有爸爸的母亲对他的影响。那你自己的看法是什么？因为我奶奶的为人呢，就是像我爸爸那样非常的正啦，做事情呢也是。 一定要帮助别人，然后要善始善终。那我觉得我爸爸如果能集合一个来自于母亲的力量，一个来自于神的力量，然后再加上我们这些家人啊，这些所有的人啊的内心的这么一种信念，我觉得一定会成功。是，那现在支持你自己的力量是什么？我支持我自己的力量。 其实我还是内心比较黑暗的一个人。我觉得支持我的力量是来自于，我觉得对于我爸爸可以与我们家人团聚的希望，所以我觉得这个希望还是可以撑着我们家一直走下去。是，如果说现在有机会，爸爸可以听到你的声音，看到你的人，你最想对爸爸说的话是什么？我跟我妈妈还有我弟弟一切生活都挺好的。然后呢，我爸最大的梦想就是看我考上大学，那我也算是实现了。 那我觉得就是也希望他能够生活的开心吧，就是
虽然说他现在在监狱里面，但是我也真心的希望他在监狱里面也能够用他内心的这种强大的信念能够支撑着他，还是希望他的生活能够开心，还是希望他的身体能够健康，就是以后未来有一个好身体啊，然后再出来了之后还可以继续战斗。Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Réforme sur les prêts hypothécaires au Canada. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer une série de changements sur l'obtention des prêts hypothécaires faits par les Canadiens. C'est la 4e fois en 4 ans qu'Ottawa resserre ses lois sur l'hypothèque et ses financements. Le terme maximum d'amortissement pour une hypothèque sera de 25 ans, soit 50 moins que ce qui est permis en ce moment. Les prêts de refinancement seront réduits aussi à 80% de la valeur de la maison, comparativement à 85% présentement. Toutes ces mesures sont prises à la suite d'une série d'initiatives mises en place par le gouvernement pour arrêter l'endettement des Canadiens qui ont atteint un taux incroyable de 152% du revenu en décembre dernier. Le ministre des Finances, Jim Flaherty, explique que ces changements visent à stabiliser le système financier en utilisant le marché de l'immobilier comme baromètre. Ces mesures visent aussi particulièrement le secteur des condominiums qui n'arrête pas de monter dans les villes cosmopolites comme Montréal, Toronto et Vancouver. Par exemple, à Toronto, affirme-t-il, on assiste à une construction sans retenue et sans restriction suite à une demande persistante, ce qui fait que le marché ne reflète pas la réalité. Le ministre veut s'assurer que les acheteurs attendent un marché plus stable avant d'acheter. Le gouvernement fédéral affirme que les douaniers canadiens n'enregistreront pas leurs conversations avec les voyageurs, du moins pour le moment. Ottawa veut s'assurer d'évaluer l'impact d'une telle pratique sur les droits des voyageurs en ce qui concerne leur vie privée avant que tout plan d'autorisation de tels enregistrements audio ne soit mis en place. Le gouvernement est avare de détails quant à ses plans concernant les nouvelles mesures de sécurité dans les aéroports. Peu d'informations quant aux caméras de haute technologie et les microphones à haute sensibilité qui pourraient enregistrer des conversations, comment ils fonctionnent et quelles sont les cibles en question. Le ministre de la Sécurité publique, Vic Towers, a écarté toute inquiétude quant à la vie privée. Je peux vous assurer que la vie privée des Canadiens de bonne foi est respectée en tout temps. Mais il a fait volte-face en affirmant que le projet nécessitera le feu vert de la Commission de la vie privée. Il a aussi avoué que des enregistrements avaient déjà été faits. Je veux qu'il n'y ait aucun enregistrement audio avant que l'impact sur la vie privée ait été évalué et que le commissaire à la vie privée nous ait dit ses recommandations. Le ministre a précisé que le gouvernement évalue en ce moment les conversations entre les agents frontaliers et les voyageurs et non pas les conversations privées. Je veux m'assurer que les questions que vous posez aux agents frontaliers sont bien répondues et que ces entretiens sont enregistrés. À ces fins-là, l'enregistrement audio s'avérera utile. Le commissaire à la vie privée a déclaré qu'une évaluation aurait dû être faite avant que tout enregistrement soit autorisé. Notre commissariat devrait évaluer toute mesure qui a des conséquences sur la vie privée pour que nous nous assurions qu'elle soit nécessaire selon les objectifs visés et le droit à la vie privée. Ce n'est pas la première fois que Vic Towers change son fusil d'épaule. Plus tôt cette année, il avait proposé de surveiller les activités sur Internet des Canadiens, mais il a changé d'idée après la tollée du public. Ses critiques soutiennent qu'il aurait dû apprendre sa leçon. Si vous essayez d'utiliser une telle stratégie, il vous faut passer par la Commission pour vous assurer qu'elle rencontre les règlements canadiens quant à la vie privée. Nous ne savons pas la durée de l'évaluation et ses effets sur la vie privée. Towers reconnaît que certains enregistrements audio ont été faits, mais a précisé qu'ils seraient détruits. Un vieil adage canadien dit « mieux vous donner que recevoir ». Et en France, on dit « il est plus doux de donner que de recevoir ». Les deux dictons signifient en somme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. 3 scientifiques de l'Université de la Colombie-Britannique confirment ces dires par des résultats concrets. Une étude menée démontre que chez les petits-enfants, désintéressement et la générosité procurent la joie et rendent plus heureux. L'étude implique des enfants de moins de 2 ans. Ils ont reçu des friandises, douceurs et craquelins. Quelques minutes plus tard, ils ont été invités à en donner un à une marionnette. Will you give one to Monkey? Yeah? Yeah.
Les chercheurs se sont basés sur les réactions des tout-petits pour conclure qu'ils étaient plus heureux et intéressés à donner leurs friandises que de s'en procurer. Et le plus surprenant, c'est qu'ils sont particulièrement heureux quand ils partagent leur propre douceur plutôt que des friandises qui ne viennent pas d'eux. Selon la perception commune, les tout-petits sont égoïstes, utilisant des mots comme « à moi ». Mais les mères déclarent témoigner de la joie sur le visage de leur enfant lorsqu'ils partagent. Mon fils apprécie partager ces choses et il prend plaisir à voir la jouissance d'autres personnes plutôt que de profiter lui-même. Je pense que je suis d'accord. J'ai 2 enfants et je me suis aperçue de cela en regardant mon tout-petit donner un coup de main à son frère cadet. Il est certainement beaucoup plus enthousiaste de donner des friandises à Owen que de les recevoir lui-même. Selon les chercheurs, les adultes affichent la générosité par la charité ou l'aide à autrui, même quand ils sont eux-mêmes dans le besoin. Les psychologues se sont posé la question, mais avec l'étude menée auprès des tout-petits, ils ont vu que depuis la naissance, donner nous fait du bien. C'est un résultat encourageant. Ils semblent vraiment aimer être gentils. Il s'agit d'une première étude, croit-on, impliquant des tout-petits pour justifier que la rétribution du don de soi vient de l'intérieur. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Affrontement meurtrier en Turquie. L'Académie de l'Opéra de Florence reçoit les lauréats de NTD. En Somalie, beaucoup de résidents de Mogadiscio se réunissent aujourd'hui par milliers sur les plages. Une journée à la mer donne un sentiment de nouvelle liberté après le départ des rebelles d'Al-Qaïda en août dernier. Pour les restaurants et les commerces, servir ces amoureux de la mer est une bonne affaire. En Somalie, à Jazira Beach, à Mogadiscio, capitale ravagée par la guerre, des jeunes Somaliens, pour la première fois depuis de nombreuses années, profitent du soleil et des eaux turquoises de l'océan Indien. En 1991, les clans en conflit avaient plongé le pays dans l'anarchie avant l'entrée des islamistes dans la bataille. Mogadiscio a donc perdu de sa splendeur sous les avalanches de balles et de mortiers au cours de ces 2 décennies. À présent, c'est comme une image d'avant-guerre. Le front de mer colonial, le climat agréable. Dans le temps, certains s'amusaient à l'appeler l'Athènes africaine. Après avoir vécu au Canada, Deka Kantar Abdikarin est en visite à Mogadiscio pour la première fois. Beaucoup de personnes rentrent maintenant. C'est probablement la période la plus sûre en Somalie. C'est un moment intéressant à cause des élections. Il se passe un tas de choses et les gens reviennent pour reconstruire et réunir le pays. L'optimisme d'Abdikarin est partagé par plusieurs de ses concitoyens de la diaspora qui rentrent en masse afin de reconstruire le pays. Je me prépare à participer aux investissements dans mon pays, ainsi qu'à la construction et au développement de la Somalie. La reprise des activités sur la plage de Jazira attire également les commerces. Ahmed Jama Mohamed, qui jusqu'à récemment vivait au Royaume-Uni, est propriétaire du seul restaurant se trouvant sur Jazira Beach. C'est motivant. Nous avons appris en Grande-Bretagne à nous développer, alors nous nous devons de leur montrer que nous sommes capables de reconstruire notre pays. La diaspora somalienne est en train de rentrer. Ils ont des ressources humaines. Maintenant, ils travaillent dans le gouvernement, dans le secteur privé, partout. Je pense que ce pays va revivre très rapidement parce que sa population est dynamique. Ce sont des gens qui ont le sens des affaires. Ils sont partout dans le monde. Aujourd'hui, les jeunes écoutent de la musique, notamment du hip-hop. À l'époque d'Al-Shabaab, c'était passible de la peine de mort. Maintenant, ils se promènent entre amis sur la plage. Je suis très heureux de me relaxer à Jazira Beach après 20 ans de guerre civile dans mon pays. La capitale Mogadiscio reste encore dangereuse et instable. Les analystes restent méfiants sur la stabilité et la sécurité dans l'ensemble du pays. Pourquoi une telle inquiétude? Cela s'explique. Sans les 12 000 hommes de l'Union africaine, les insurgés qui contrôlent une grande partie du centre et du sud de la Somalie pourraient peut-être s'y introduire de nouveau. Alors, profitons bien de ce vent chanceux qui plane en Somalie. Un groupe de militants du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, a attaqué 3 postes militaires dans le sud-est de la Turquie. 18 personnes ont trouvé la mort dans ces affrontements. Les rebelles semblaient venir des montagnes irakiennes.
18 personnes ont été tuées ce mardi dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière irakienne. 8 soldats turcs ont été tués et 16 autres blessés sous les attaques des militants du PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Les troupes turques ont tué 10 militants du PKK lors d'attaques de représailles. Ce sont les affrontements les plus meurtriers de ces derniers mois. La Turquie avait pourtant récemment fait des efforts pour répondre aux demandes de la minorité kurde et mettre un terme à un conflit qui mine la région depuis plus de 30 ans. Les militants kurdes ont déclenché les attaques sur des bases d'observation militaire avec des lance-roquettes et des fusils d'assaut. Les militants venaient d'Irak et ont refranchi la frontière après les attaques. Plusieurs milliers de militants du PKK sont retranchés dans la région montagneuse du nord de l'Irak, d'où ils attaquent régulièrement des cibles dans la région du sud-est de la Turquie, principalement kurde. Le PKK a été désigné comme un groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Le parti kurde a lancé un mouvement séparatiste en 1984. Plus de 40 000 personnes ont trouvé la mort dans ce conflit. L'Académie de l'Opéra de Florence a ouvert ses portes à 3 chanteurs d'opéra venant de différents pays pour leur offrir une chance de suivre les cours de chant d'opéra italien. Ces 3 chanceux étaient des lauréats de la compétition de chant NTD en 2011. Voyons maintenant de plus près quelle a été leur expérience. 3 chanceux chanteurs d'opéra en provenance du monde entier recevront des cours spécialisés en Italie, une formation dispensée par l'Académie de l'Opéra de Florence. Venant de Taïwan, d'Allemagne et du Canada, ces 3 chanceux sont les lauréats du concours de chant 2011 de la New Tang Dynasty. Ils sont arrivés à Florence pour suivre des cours magistraux dans le style lyrique du bel canto. Le professeur, la célèbre soprano Silvia Bossa, s'était rendu l'année dernière à New York pour sélectionner les chanteurs à qui une formation artistique profiterait le mieux. Nous choisissons les gens qui ont vraiment besoin de nous. Nous avons vu des choses très bien, mais à qui il manquait quelque chose. Leur donner certaines idées qui pourraient les aider à poursuivre leurs études et ensuite leur faire vivre une expérience italienne avec un répertoire italien. Les 3 ont passé une semaine de cours individuels apprenant les techniques traditionnelles du bel canto. Tout au long de la semaine, j'ai fait d'énormes efforts dans la pratique de ma respiration, allant beaucoup plus loin que je n'avais jamais été auparavant. Madame Bossa nous a demandé de chanter avec le corps tout entier, y compris avec le visage. Tout le corps devait être utilisé lorsqu'on chante. Cette expérience est inestimable. J'aimerais dire à tous les chanteurs d'opéra qui souhaitent réellement apprendre la véritable technique du bel canto de style de chant italien, de profiter d'une opportunité telle que celle-ci. Les cours se sont achevés avec un concert où les participants ont mis en pratique tout ce qu'ils avaient appris. Le temps que je termine la 2e et la 3e chanson, je me suis détendue et je n'étais plus nerveuse. J'ai chanté naturellement sur scène. Je me suis dit à moi-même, le public est ici pour ta musique. En 2012, le concours sera ouvert à tous les chanteurs de toute nationalité. L'exigence requise est que les compétiteurs doivent chanter en chinois. Le concours de chant 2012 de la New Tang Dynasty Télévision se déroulera du 19 au 21 octobre au Carnegie Hall de New York. NTD, Rome, Italie. Et parlons cuisine maintenant. Un des plus grands chefs cuisiniers, le chef Zhao Qingming, nous donne son secret pour préparer un canard laqué qu'il cuisine depuis plus de 15 ans. Voyons cela tout de suite. Le chef Zhao Qingming prépare du canard laqué authentique depuis 15 ans. Il a commencé à apprendre l'art de préparer le canard laqué à l'âge de 20 ans dans le célèbre restaurant de canard laqué Chuanzhude. Nous avons rencontré Zhao à Hong Kong. Il a partagé avec nous les secrets de la préparation et de la dégustation de ce canard laqué qui fait monter l'eau à la bouche. En termes de processus de préparation, vous ne pouvez pas négliger certains ingrédients. Vous devez être très précis. Alors, quand vous mélangez le tout, vous obtenez exactement ce que vous désirez. Il ne peut y avoir de raccourci. Zhao a dit qu'on doit le servir tout de suite pour apprécier vraiment le goût. Il nous a montré 3 façons de déguster le canard laqué de Pékin. La peau, la viande en tranches et la cuisse de canard en tranches. Vous mangez la peau de la poitrine de canard avec du sucre blanc.
Il se dissout dès qu'il entre dans votre bouche. En fait, vous n'avez même pas à le mâcher. Le canard laqué, plus vous le mangez, et plus vous avez envie d'en manger. Zhao a amené sa version de ce plat traditionnel de Hong Kong, là où il travaille actuellement, au restaurant de l'hôtel Hayat, Sha Tin 18. La peau croustillante et la chair tendre de son canard laqué de Pékin est devenue l'un des plats phares de l'hôtel, NTD Hong Kong. Hier à New York, ce n'était pas une session ordinaire. C'est au carrefour du monde, à Times Square, la place la plus commerciale et la plus frénétique du monde, que des milliers d'amateurs s'étaient donné rendez-vous avec le Man Over Madness Yoga afin de célébrer ensemble le jour le plus long de l'année, le 20 juin. C'est pendant toute l'année que cette prestation réunira les férus du yoga. Ensemble, ils trouveront la tranquillité et la zen attitude. Vous êtes dans l'un des endroits les plus fréquentés des États-Unis. Ils essaient de faire un cours de yoga. Je pense que cela correspond parfaitement au thème de l'événement. C'est vraiment super. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire partie de quelque chose comme ça. Et c'est incroyable. J'ai juste pensé sur l'énergie de Times Square. Et comme cela tombe dans la Saint-Sylvestre, j'ai pensé qu'il ne pouvait pas être un meilleur endroit pour pratiquer le yoga. Même la nature s'était penchée et a vraiment coopéré en saluant les yogis avec près de 40 degrés de chaleur. Il était juste vraiment grisant et excitant. C'était vraiment chaud. Au zoo de San Diego, c'est le premier anniversaire de Monroe. Monroe est un gorille des plaines occidentales, une espèce en voie de disparition. Et beaucoup de gens se sont déplacés pour venir lui offrir des cadeaux. Monroe, un bébé gorille, célèbre son premier anniversaire au zoo de San Diego avec style. Ce groupe d'enfants a campé dans le parc toute la nuit espérant pouvoir lui souhaiter un joyeux anniversaire. Monroe a été couvert de cadeaux et de jouets. La maman, Kokomo, et le papa, Winston, ont conçu ce bébé qui est le premier gorille à être né dans un zoo depuis plus de 10 ans. Les membres du zoo ont déclaré le bébé en bonne santé et très joueur. Monroe est un gorille des plaines occidentales, une espèce en voie de disparition, faisant partie de la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les femelles de cette espèce produisent un bébé tous les 5 ans. Alors cet événement célèbre non seulement l'anniversaire de Monroe, mais aussi la continuité de toute l'espèce. Avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Nous avons récemment obtenu des sources fiables indiquant que le commanditaire derrière toutes les interférences par rapport au concours international de danse classique chinoise de NTD est le comité des affaires politiques et légales issu de la faction dite faction de la dette de sang. Selon des experts en question chinoise, le PCC exporte la culture du Parti communiste au nom de la culture chinoise, alors que le concours NTD de danse classique chinoise et le spectacle Shen Yun font voir la vraie culture traditionnelle chinoise. Et c'est précisément la crainte du PCC de voir sa fausse culture exposée au monde. Lors du sommet 2012 des dirigeants du G20 à Los Cabos, au Mexique, la Chine s'est engagée à prêter près de 43 milliards de dollars américains au Fonds monétaire international. Selon les économistes, tandis que les Chinois souffrent d'une haute inflation et que plus de 100 millions d'entre eux vivent dans la pauvreté, la Chine n'aurait pas dû promettre plus de 4 fois les fonds consentis par les autres pays du BRIC. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.